On a le plaisir d'accueillir Marc Lelarge. Donc, Marc Lelarge est directeur de recherche à l'INRIA Paris, dans l'équipe Diogène. Donc, l'équipe Diogène fait partie du département d'informatique de l'ENS. Et la thématique, c'est la dynamique des réseaux géométriques. Bon, donc Marc est DR INRIA, il est aussi professeur à temps partiel à l'école polytechnique. Il était étudiant là-bas, il a fait sa thèse là-bas. Ensuite, il a fait un postdoc en Irlande à l'université de Cork. Il a été professeur assistant à Stanford. Il est revenu travailler chez Safran avant d'arriver à l'INRIA. Et donc, sa spécialité de recherche, c'est l'apprentissage profond, l'apprentissage sur les graphes, dans les graphes, l'analyse de données et l'analyse de graphes. Et donc, Marc, je te laisse la parole. Merci d'être venu nous voir ce soir. Okay. Bah, merci beaucoup pour l'invitation et pour la présentation. Donc, comme vous avez compris, je ne fais pas d'optimisation. Les organisateurs étaient au courant, donc il n'y a pas eu d'arnaque à ce niveau-là. Et je vais essayer de vous parler un petit peu d'optimisation et d'intelligence artificielle ou d'apprentissage machine. Donc, j'ai intitulé ma présentation « J'optimise, donc j'apprends » et je vais commencer par essayer de dire d'où vient mon titre. Aussi, comme je ne sais pas exactement quel est votre background, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pendant la présentation. Donc, ça fait référence, comme vous l'aurez deviné, à Descartes, qui avait une piètre opinion des animaux et de leur âme. Donc là, c'est un extrait d'une lettre qu'il a envoyée au marquis de Newcastle. Je sais bien que les bêtes font beaucoup de choses mieux que nous, donc ça commence bien, mais on sait qu'en français, il faut toujours attendre ce qu'il y a après le mais. Mais je ne m'en étonne pas, car cela même sert à prouver qu'elles agissent naturellement par ressort ainsi qu'une horloge, laquelle montre bien mieux l'heure que notre jugement ne nous l'enseigne. Donc la vision de Descartes, c'est que les animaux sont grosso modo des machines très évoluées parce qu'elles ont été créées par Dieu, pas par l'homme, mais qu'elles n'ont pas de conscience. Et donc, en 2022, on n'écrit plus de lettres, on écrit des tweets. Et l'idée pour le titre de ma présentation vient de ce tweet d'Ilya Sutskever, donc, qui dit que peut-être que les réseaux de neurones grands sont un petit peu conscients. À quoi a répondu Yann Lequin non, même pas un petit peu conscient. Et même pour les très grands réseaux de neurones. Donc vous voyez que c'est assez récent, c'est en février 2022. Et à quoi a répondu Stanislas Dehaene, je ne sais pas si vous connaissez, qui lui répond en faisant référence à un de ses papiers, un de ses livres. Donc si vous ne connaissez pas les protagonistes de l'histoire, je vous ai mis un très rapide CV de chacun d'eux là. Donc il y a Suskever, c'est le cofondeur d'OpenAI, donc qui est une boîte privée qui travaille sur les réseaux profonds. Et il était en thèse, je crois, avec Jeff Hinton. Et c'est avec Jeff Hinton qu'ils ont eu le premier résultat marquant, on va dire, sur les réseaux de neurones dans le domaine de la vision. J'y reviendrai peut-être un peu. Et donc maintenant, il est Chief Scientist. Yann Lequin, j'imagine que vous connaissez, il est prof à l'NYU. Il travaille aussi chez, maintenant ça s'appelle Meta, ancien Facebook. Il a reçu le prix Turing Award avec Jeff Hinton et Yoshua Bengio en 2018. Et Stanislas Dehaene, lui, il vient plutôt des sciences cognitives. Et donc, il est à l'Académie des sciences, professeur au Collège de France, où il a la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Donc voilà, c'était essayer de voir à travers ma présentation si on pouvait dire que les réseaux de neurones étaient conscients ou pas, ou bien si c'était des machines telles des animaux, comme le pensait Descartes. Donc si on veut essayer de répondre à ça, il faut se demander qu'est-ce que l'intelligence artificielle, la conscience, etc. Donc je ne vais pas rentrer très profondément là-dedans, je vais juste parler d'une chose,
qui avait motivé en fait le tweet initial d'Ilya. Une manière de tester l'intelligence qui a été proposée par Turing, c'est ce qui s'appelle le test de Turing. Et donc le jeu, c'était présenté comme un jeu qui est le suivant, c'est d'essayer de tromper une personne qui interagit avec soit une personne, soit un ordinateur de manière écrite, en posant des questions et en recevant des réponses. Et il ne va pas pouvoir déterminer si la personne qui lui met les réponses est une vraie personne ou un ordinateur. Okay. Donc c'est juste la faculté qu'on est en train de tester, c'est imiter la conversation humaine. Donc OpenAI, donc la société pour laquelle travaille Ilya Sutskever, a développé un algorithme qui s'appelle GPT-3, que vous avez peut-être entendu parler, qui est un modèle, ce qu'on appelle un modèle de langue autorégressif. Donc ça veut dire quoi? C'est, vu de loin, c'est un algorithme qui, quand on lui rentre un début de phrase, va réussir à la compléter et peut la compléter de manière assez longue. Et donc, il y a des gens qui se sont amusés à essayer d'utiliser GPT-3 pour lui faire passer le test de Turing. Alors, ils n'ont pas réussi, donc GPT-3, à ma connaissance, n'a pas passé le test de Turing. Mais là, je vous ai donné quand même un exemple de ce que sort GPT-3. Donc, en bleu, donc, sauf le cadre rouge hein, qui explique. Mais ce qui est écrit en bleu ici, c'est ce qu'on appelle un prompt. Et donc, c'est ce qui est rentré dans la machine par l'humain. Et en noir, après, c'est ce qui est complété par la machine de manière automatique. Alors, pour obtenir ça, donc vous voyez que c'est de l'anglais bien écrit et qui fait sens, qui continue bien dans le thème de ce qu'on a. Et là, ça avait été fait de telle manière à répondre. Il y avait un article de philosophe qui parlait justement de savoir si on pouvait faire des machines conscientes ou pas. Okay. Et donc, si vous demandez à GPT-3 si il arrive à comprendre ou pas, il vous répond que oui. Mais par contre, il n'est pas conscient, apparemment. Donc, GPT-3 lui-même répond à cette question-là, et c'est suite à ça qu'il y a eu l'échange de tweets. Alors, comme j'ai commencé avec le test de Turing, donc ça, c'est il y a quelques années que c'était fait. Et donc, on peut imaginer un test de Turing en 2208, où ce sera les machines qui nous feront passer le test pour savoir si on est bien humain ou pas. Donc juste une parenthèse, et après je vais fermer cette courte introduction sur l'intelligence artificielle et la portée philosophique, mais ce dont je me suis aperçu en fait en préparant l'exposé, c'est que le test de Turing, il apparaissait presque dans le discours de la méthode de Descartes. Il en parle, donc ça c'est un extrait que j'ai trouvé dans le discours de la méthode. Et donc il parle vraiment de quelque chose qui, c'est pas le test de Turing en lui-même, mais où il dit que les animaux typiquement on arriverait tout le temps à les distinguer. Donc s'il y avait des machines qui eussent la ressemblance de nos corps et imitassent autant que nos actions que moralement il serait possible, nous aurions toujours deux moyens très certains pour reconnaître qu'elles ne seraient point pour cela de vrais hommes. Donc d'après lui, le test de Turing va toujours échouer. Donc le premier est que jamais elle ne pourrait user de paroles ni d'autres signes en les composant comme nous faisons pour déclarer aux autres nos pensées. Et le second point est que, bien qu'elle fisse plusieurs choses aussi bien ou peut-être mieux qu'aucun de nous, elle manquerait infailliblement en quelques autres par lesquels on découvrirait qu'elle n'agirait pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes. Donc ce qu'il appelle la disposition de leurs organes, en fait, c'est ce qu'on appelle maintenant un algorithme. Donc le premier argument, en fait, c'est ce qu'il a déjà utilisé pour dire que les animaux n'avaient pas d'âme. C'est parce qu'ils n'arrivaient pas à nous transmettre leurs pensées. Et le deuxième argument dit qu'il n'y aura jamais une machine qui soit suffisamment généraliste. Donc, j'y reviendrai pendant le reste de ma présentation pour pouvoir nous tromper. Et en fait, donc c'est ce qui se passe si vous faites le jeu du test de Turing. Pour tromper GPT-3, il ne faut pas lui poser des questions trop naïves.
Il faut essayer de lui poser des questions qui vont faire ressortir ce deuxième point. Donc peut-être quelque chose qui vous intéresse plus si vous êtes porté sur les mathématiques et que j'ai découvert récemment. Donc ça, c'est le titre d'un site web. Donc il y a un challenge qui consiste à construire une IA capable d'obtenir la médaille d'or aux Olympiades de maths internationales. Donc ça, c'est le challenge. Et si vous allez sur le site web du challenge, c'est fait par des gens sérieux. Il y a des matheux, il y a Kevin Buzzard, je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, qui s'intéresse beaucoup à la formalisation des maths, qui est dans le, je sais pas comment ça s'appelle, panel ou dans, dans le comité. Et donc récemment, en fait, c'était le 3 novembre, donc c'est très récent. Il y a Meta AI qui a publié un article et donné l'algorithme d'un réseau de neurones auquel ils avaient réussi à apprendre des maths et qui a quand même réussi à résoudre 10 problèmes des Olympiades de maths. Et donc, après, j'ai découvert ce site. Je ne sais pas qui le fait. Peut-être que les bookmakers anglais font des paris sur savoir quand est-ce qu'une IA va réussir à gagner une médaille d'or aux Olympiades de maths. Et donc ça, c'est la prédiction, en fait. C'est comme un pari sportif. Donc les gens parient sur en quelle année ça va être. Donc en 2021, ils pensaient que c'était, enfin si vous prenez la médiane de tous les paris, ça vous donnait une estimation vers 2042. Puis en janvier là, de cette année 2036, cet été 2033, et là en novembre, on se rapproche décembre 2026. Donc je vous laisse faire vos paris, puis voir si dans 4 ans, une IA arrivera à gagner la médaille d'or en maths, aux Olympiades de maths. Donc voilà, ça c'était pour une introduction un peu générale à l'intelligence artificielle. Et maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le corps de ma présentation, un petit peu plus technique. Donc, je vais essayer de relier ce que je connais en apprentissage statistique et en optimisation. Et pour ça, je vais définir les fondements de la prédiction dans une première partie. Et je vais faire ressortir 3 idées qui me paraissent très importantes pour tout ce qui est l'intelligence artificielle. C'est la notion de représentation, d'optimisation et de généralisation. Donc là, je ne vais plus parler d'intelligence artificielle en tant que telle. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est juste une tâche de prédiction. Donc, ce n'est pas si loin que ça de ce que je viens de parler. Par exemple, dans GPT-3, ce que vous essayez de faire, c'est prédire le prochain mot dans la phrase. Et donc, c'est plus restreint comme cadre. Et je ne me demande pas si mon prédicteur a une âme. Donc, dans une deuxième partie, je parlerai un peu d'apprentissage supervisé. Je ferai un focus sur l'un des premiers algorithmes qu'on peut qualifier de neuronal, qui est le perceptron. Je parlerai d'apprentissage profond et de descente de gradient, puisque le focus c'est plus sur la partie optimisation en lien avec l'apprentissage profond. Et dans une dernière partie, vous voyez que j'ai laissé libre, je vais essayer de voir quelles sont les raisons du succès. Donc, on va commencer par les fondements de la prédiction. Donc, encore une fois, à partir de maintenant, ce que j'appelle apprentissage machine, donc machine learning en anglais, c'est une version algorithmique de la prédiction. Donc, je vais avoir un algorithme qui arrive à me prédire une nouvelle valeur. Et en fait, je vais, pour l'ensemble de ma présentation, je vais encore restreindre un petit peu pour que ce soit plus simple. Je vais considérer que j'ai des exemples avec des observations que je noterai tout le temps X, et des valeurs plausibles que je vais noter Y. Et pour faire simple, je vais dire que Y, c'est binaire, donc c'est soit 0, 1, soit moins 1, 1. Okay, donc je regarde une observable et j'essaie de prédire est-ce qu'il va pleuvoir ou pas dans la prochaine heure, est-ce que c'est un chien ou un chat sur mon image ou quelque chose comme ça. C'est ça ma tâche de prédiction. Donc du coup, dès qu'on a défini ce cadre-là, comme on essaye de prédire une valeur plausible, donc
il y a tout de suite une notion de qualité de la prédiction, c'est est-ce que je me suis trompé ou pas. Et du coup, on peut tout de suite commencer à faire de l'optimisation sur cette quantité-là. Donc, en français, ça veut dire que je vais essayer de minimiser le nombre d'erreurs. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est je prends mes observations, que je note x. Ma prédiction, ça va être une fonction de l'observation, on va dire déterministe, pour faire simple. Et je minimise le nombre d'erreurs, c'est-à-dire que sur toute ma population, j'essaye de me tromper le moins possible avec ma fonction f. Donc ça n'a aucun intérêt parce que ce n'est pas du tout prédictif, parce que, a priori, si j'ai une nouvelle observation x sans le y correspondant, bah, je peux jamais calculer cette quantité-là. Et donc, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que dans toute tâche de prédiction, en fait, je vais faire une hypothèse qui va connecter mon observation avec la sortie y correspondante. Et de manière classique, ce qu'on fait, c'est on introduit un modèle statistique, donc que je note comme ça P de xy, qui est la loi jointe entre la variable x, donc l'observation x, et ce que j'observe en y. Donc ça me donne juste, si vous n'êtes pas familier des probabilités, la corrélation est plus entre l'observation et ce que je dois prédire. Si je fais aucune hypothèse là-dessus, il n'y a aucun moyen de faire des prédictions sur des données que je n'ai jamais vues dans ma population. Okay. Donc maintenant, c'est quoi l'optimisation pour la prédiction? Donc, comme je dis, je vais regarder juste un problème d'un classifieur. Ça veut dire que la valeur à prédire est binaire, donc c'est 0, 1, moins 1, plus 1, si vous préférez. Donc, j'ai ce qu'on appelle une fonction de perte. Donc là, c'est pour introduire un peu le formalisme. Donc, j'appelle loss en anglais. Et donc là, par exemple, une naturelle à prendre, c'est j'ai une perte de 1 à chaque fois que je fais une erreur dans ma prédiction, une perte de 0 quand je ne fais pas d'erreur pour ma prédiction. Donc la fonction de perte, c'est une fonction qui est positive. Elle vaut 0 si vous n'êtes pas trompé, et elle vaut quelque chose de positif quand vous êtes trompé. Donc ça, c'est la plus simple à laquelle vous puissiez penser. Et donc ça, vous pouvez calculer tout ça sur ce que j'appelle la population. Mais ce que vous voulez faire in fine, c'est faire une prédiction pour quelque chose qui n'est pas dans votre population, qui n'est pas dans votre ensemble de données. Et donc, ce que vous voulez minimiser, en fait, c'est ce qu'on appelle le risque. Et c'est là que le modèle statistique intervient. En fait, ce E-là, c'est la moyenne, l'espérance en maths. Donc, cette quantité ici est aléatoire, dépend du modèle statistique que vous avez mis sur vos données et calcule l'erreur moyenne que vous aurez fait étant donné ce modèle statistique. Donc là, j'ai mis un exemple de points pour illustrer chacun des différents concepts introduits ici. Donc, j'ai des points en dimension 2. Donc, ma variable d'observation x, c'est un point là-dedans avec une coordonnée x1 et une coordonnée x2. J'ai deux types différents de données, les points bleus et les points oranges. Donc ça, c'est ce qui est donné. Et donc mon classifieur, ça va être, dans ce cas-là, par exemple, juste cette droite ici. À gauche, je prédirai tout le temps que je suis bleu, et au-dessus, tout le temps que je suis orange. Donc vous voyez que de temps en temps, vous faites des erreurs là. Mais vous pouvez essayer de trouver la droite qui va couper votre carré ici pour minimiser votre fonction de perte qui est le nombre d'erreurs. Alors, ce qui est un peu plus dur à visualiser, c'est la notion de risque, parce que là, du coup, j'ai pris ce qu'on appelle des échantillons. Donc, je n'ai pas défini de modèle statistique. Donc, il faut penser que derrière, ces points-là, par exemple, ils ont été tirés selon une certaine loi. Et je peux calculer le risque de cette manière. Donc, la première chose à dire, c'est que la prédiction, c'est un problème qui est résolu, en fait, d'un point de vue statistique, au moins le cas de là. Et donc, encore une fois, le but du jeu, c'est d'essayer de minimiser ce risque-là, donc la moyenne de ma perte sur tous les classifieurs possibles. Donc, ça paraît compliqué parce que
Les classifieurs, c'est tous les ensembles de fonctions qui prennent x en entrée qui me renvoient un plus 1, un moins 1. Mais en fait, on sait calculer le classifieur ici qui est optimal. Et c'est relié au test du rapport de vraisemblance. Donc là, j'ai écrit la formule du classifieur optimal. Donc vous voyez que c'est une fonction qui prend x en entrée, x c'est vos observations, et qui va renvoyer 0 ou 1 selon que le ratio est plus grand qu'une certaine variable eta. Alors je n'ai pas défini eta. Eta, vous pouvez le calculer aussi de manière explicite à partir de la fonction de l'os et de votre modèle statistique. Et donc, si vous n'aimez pas les formules de maths, vous pouvez regarder le dessin en dessous. Donc là, l'idée, c'est un cas où je suis de type bleu. Si je suis tiré de type bleu, à ce moment-là, je suis tiré selon cette distribution-là gaussienne, centrée en M1. Et si je suis orange, je suis tiré selon cette distribution ici. Donc c'est en unidimensionnel. Donc vous voyez que les points bleus de type 1 et les points de type 2 vont avoir, les points de type 1 vont avoir une moyenne plus petite que les points de type 2. Donc globalement, quand vous voyez une nouvelle observation, s'il a une moyenne qui est relativement petite par rapport à M2, vous avez tendance à dire bah, j'ai plus de chances que ce soit de type 1. Par contre, si sa réalisation est grande par rapport à M1, vous allez vouloir dire que c'est un échantillon de type 2. Et si vous faites une décision par un seuil, le seuil T ici, vous voyez que en fait, la zone assurée, c'est exactement les erreurs que vous allez faire en moyenne. Et donc, vous pouvez choisir le seuil en le faisant bouger vers la droite. Vous voyez que vous réduisez les erreurs sur de type 1, mais vous augmentez les erreurs de type 2. Et donc, il y a un trade-off à trouver pour trouver le bon seuil, qui dans ce cas-là est ma variable eta ici. Donc tout se calcule de manière explicite. Et il n'y a rien de magique là. Bon, le seul problème avec ça, c'est que bien sûr, dans la vraie vie, on n'a pas accès au modèle statistique, on a juste accès à des échantillons. Donc du coup, tout le but de ma présentation, ça va essayer de passer d'une caractérisation mathématique du classifieur optimal, donc qui est celui-là, donc qui est connu, à un cadre algorithmique quand on n'a pas accès au modèle statistique. Donc maintenant, je vais travailler tout avec ce qu'on appelle des échantillons finis. Donc je remplace mon modèle statistique, donc la loi qui était explicite, là, c'était mes deux gaussiennes, par exemple, P de x, y, juste par des points. Okay, donc les points, tout le temps, x, c'est l'observation, et y, c'est la quantité binaire associée au x correspondant. Et donc j'ai des couples comme ça, x1, y1, x2, y2, etc. Et j'en ai n. Donc maintenant, je ne peux plus calculer le risque empirique parce que je n'ai pas accès à la moyenne. Donc le risque tout court. Donc je vais le remplacer par le risque empirique, où je prends la moyenne sur mes échantillons de la fonction de perte. Donc avant, j'avais une moyenne selon le modèle probabiliste, le modèle statistique. Et donc maintenant, j'ai un nouveau problème d'optimisation qui est, comme j'ai accès uniquement à ce risque empirique, bah, je vais essayer de minimiser ce risque-là. Alors ce que vous voyez, c'est que là, j'ai rajouté, je minimise sur un ensemble de fonctions. Où le F calligraphique, là, c'est que je vais restreindre les fonctions possibles pour ma minimisation. Alors, c'est clair que si je ne le fais pas, je n'ai pas un problème qui est bien défini. Et comme maintenant j'ai un nombre d'échantillons qui est fini, je peux tout le temps prendre la fonction f de xi égale yi. Je vais avoir une loss de 0. Et ce n'est pas du tout ce que je veux faire, ça va juste prédire les bons labels pour les échantillons que j'ai observés. Et donc, ce que vous voulez, c'est avoir une fonction f qui soit suffisamment régulière en un sens. Et donc, c'est ça qui remplace le modèle statistique que vous avez avant. Et donc, c'est pour ça que vous imposez de faire une minimisation sur un espace fonctionnel plus petit que l'espace fonctionnel entier. Donc,
Maintenant, l'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que, OK, on peut essayer de minimiser ça, mais c'est pas ce qu'on veut faire, in fine. Ce qu'on veut faire in fine, c'est, minimiser le vrai risque. Donc là, j'ai réécrit, l'équation et le vrai risque, bah, bon, les maths sont triviales là, c'est la somme d'un du risque empirique et de ça, ce qu'on je vais appeler l'erreur de généralisation. Donc c'est, exactement si f, se comporte bien sur S, mais mal sur le reste de mes données, cette quantité-là, va devenir grande. Donc là, il y a, bah, les 3 concepts, fondamentaux donc de l'apprentissage, statistique en général. Ça n'a rien à voir avec, le deep learning pour le moment, hein. C'est la notion, de représentation, donc c'est, je dois me limiter, à un ensemble de fonctions sur lesquelles je vais minimiser. Donc c'est ça que j'appelle, la représentation des données. L'optimisation, bah, maintenant on a un nouveau problème d'optimisation avec une fonction, qui est différente d'avant et en fait, la fonction qu'on optimise, c'est pas celle qu'on aimerait optimiser, et donc ce qu'on va, espérer, c'est optimiser cette fonction-là, mais en gardant l'erreur de généralisation petite. Alors, c'est clair que les 3 notions, en fait, sont interdépendantes. Si je change l'espace des fonctions sur lesquelles, je vais travailler, bah, ça va changer mon problème d'optimisation, ça va le rendre peut-être plus simple ou plus compliqué et ça va aussi, modifier l'erreur de généralisation. Donc si, je mets des fonctions si je permets d'avoir des fonctions, plus irrégulières, typiquement, on va s'attendre à ce que l'erreur de généralisation augmente, des choses comme ça. Et donc, on voit que, travailler uniquement sur un des points de manière isolée, ne permettra pas d'avoir, in fine, un algorithme qui marche pour faire des bonnes prédictions. Donc, il faut à chaque fois essayer de reprendre ces 3 concepts, fondamentaux pour, aboutir à un algorithme, qui soit correct. OK, donc ça, c'était pour la partie, qui a rien à voir avec, les réseaux de neurones et pour reprendre les fondements de la prédiction et maintenant je vais regarder donc, un cas, particulier, l'apprentissage supervisé et donc je vais commencer avec, des réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones, c'est une manière de choisir, l'ensemble des fonctions sur lesquelles vous allez minimiser. Donc je vais commencer, avec, le perceptron. Donc, on est dans les années, 40-50. Donc, McCulloch et Pitts, ils ont, défini, la 1re notion de neurone artificiel, on va dire et après, Rosenblatt l'a implémenté dans l'algorithme qui s'appelle le perceptron et ce qui est, intéressant, enfin, de noter, c'est qu'initialement, l'algorithme du perceptron, c'était vraiment une machine donc, vous voyez uniquement une partie ici, qui implémentait l'algorithme que je vais vous montrer derrière. Donc c'est ce qu'a fait Rosenblatt en 58 et ça a eu un fort retentissement. Donc ça, c'est, le New York Times en 58, comme quoi les effets de mode, c'est pas, que d'aujourd'hui. Donc dans le New York Times, ils ont interviewé, Rosenblatt et donc voilà, il était prêt à l'envoyer sur la Lune pour conquérir, des espaces vierges et pouvait écrire dans n'importe quelle langue, et faire tout. Donc là, le perceptron était déjà conscient. Donc voilà, de manière plus, terre à terre, je vais essayer de vous décrire, l'algorithme. Donc c'est quoi déjà la tâche? Le but, c'est de trouver un séparateur linéaire, parmi les données. Donc là, j'ai pris un exemple très simple avec des points bleus et des points rouges encore et vous voyez que, n'importe quelle, droite qui passe entre, dans ces triangles-là, va bien séparer mes données, dans le sens où je vais avoir tous mes points bleus d'un côté, tous les points rouges de l'autre et je veux trouver une droite comme ça. C'est juste ça la tâche du perceptron. Donc c'est un problème de prédiction binaire puisque j'ai 2 types de nœuds. Je
peux encoder la direction de ma droite par un paramètre que je vais appeler W, W pour weight en anglais. Et donc, ce que je veux, c'est les exemples positifs d'un côté et négatifs de l'autre. Donc là, la fonction que je considère, c'est une fonction produit scalaire avec W. OK. Et donc, cette fonction-là, ma droite va être correcte si le signe de cette fonction est le même que le signe des Y, où les Y vaut plus 1 ou moins 1. Et donc, la tâche de prédiction maintenant, c'est je vous donne n points avec leur couleur comme ça, plus 1, moins 1. Et je veux trouver un vecteur W, donc mathématiquement, ça s'écrit comme ça. Et le signe de W, le produit scalaire de W avec XI doit être le même que celui de YI. Oups. Donc, je vous donne directement l'algorithme. Donc, vous commencez avec le paramètre donc, W que vous devez trouver égal à 0. Et ensuite, c'est un algorithme itératif. Et à chaque, donc je l'ai écrit en anglais parce que ça me faisait vraiment trop bizarre de l'écrire en français. À chaque étape T, vous prenez un indice aléatoire dans vos données. Donc, vous prenez un point et son YI correspondant. Et de deux choses l'une, soit votre algorithme actuel est en train de faire une erreur. Et là, ce qui est important de voir, c'est je l'ai mis le 1 en vert, ça se voit peut-être pas, c'est vous faites, il faudra mettre un 0 pour avoir une erreur. OK, c'est strictement négatif, ça voudrait dire que c'est pas du même signe. Et donc là, je me mets une marge en plus, c'est-à-dire que si je suis entre 0 et 1, je vais encore considérer que je fais une erreur de marge. Donc je veux une marge de 1, donc je suis un peu conservatif ici. Et à ce moment-là, je mets à jour mon poids avec cette règle-là. Donc je prends l'ancienne valeur et je lui ajoute quelque chose. Et sinon, je fais rien. Donc je garde le même poids. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est pourquoi est-ce qu'on fait cette mise à jour-là du poids. C'est comme on a tendance à faire une erreur à la marge 1 près, on voit qu'avec cette mise à jour, on améliore, au moins sur l'exemple qu'on vient de tirer, la direction de la droite qu'on avait. Donc ça se voit facilement là. Cette quantité-là, elle est du signe de YI. Donc si vous vous trompiez avant, vous allez dans la bonne direction. Des questions sur l'algorithme? J'ai prévu un slide un peu technique qui montre que en fait, cet algorithme-là, il converge sous certaines hypothèses. Donc, je vais peut-être juste mettre le théorème. Moi, je vais tout mettre comme ça, ce sera. Donc, comme quoi on peut faire quand même des preuves, même avec les réseaux de neurones. Donc, il y a un tout petit peu de notation. Donc, W, encore une fois, c'est ce qui va encoder la direction de ma droite. Donc, H de W, c'est l'équation de la droite. Donc, à gauche de la droite, je suis positif ou pas. Donc, c'est un hyperplan en général. Et donc, ce qu'on fait comme hypothèse qui est très importante, c'est que je peux séparer mes données par un hyperplan. Ça veut dire que tous mes points bleus, je peux les mettre à gauche d'un hyperplan, même si je ne le connais pas, l'hyperplan. Et tous les points rouges sont à droite. Et à ce moment-là, on définit en fait la distance minimale de mes points à l'hyperplan qui sépare un hyperplan qui sépare mes points. Donc c'est ce gamma de S et W. Et gamma de S, c'est quand je maximise toutes ces distances-là. C'est-à-dire que j'essaye de prendre le meilleur hyperplan en un sens, parce qu'il est le plus loin de tout le monde, des gamma S de W. L'autre quantité est très simple, c'est juste le diamètre de mon dataset pour mes observations X. Donc j'ai deux paramètres qui dépendent de mes données, gamma S et D de S. Et en fait, ce que vous pouvez montrer, c'est que le perceptron, il fera au plus cette quantité d'erreurs, 2 plus ds carré sur gamma s carré, erreur. Ça veut dire que dans ma boucle d'itération, je passe par le cas 1 au plus cette quantité-là. Et donc, en particulier, comme je fais, ça veut dire qu'au bout d'un moment, je ne vais plus faire d'erreur. Et donc, j'aurai trouvé une direction qui sépare toutes mes données. Et la preuve est très simple. Donc, j'ai écrit ici, il suffit de regarder
comment varie la norme du poids W quand on fait des erreurs, de donner une borne sup ici avec les ds, donc avec le diamètre, pardon, et de donner une borne inf qui est un tout petit peu plus astucieuse ici. Et quand vous comparez les deux, bah, vous voyez que le nombre d'erreurs est borné. Donc, je vais peut-être passer ça. Donc, à ce niveau-là de la présentation, vous devez vous dire, mais il nous a raconté des trucs super compliqués sur la prédiction, représentation, optimisation et généralisation. Et puis là, il nous parle du perceptron et il n'y a rien de tout ça. Donc, ouais, je vais essayer de faire le lien perceptron avec ce que j'ai raconté avant. Donc, déjà, c'est quoi la notion de représentation ici? Bah, on se restreint énormément puisque les fonctions qu'on regarde, c'est les fonctions qui sont linéaires en les observations. Donc, quel que soit le problème que j'essaie de résoudre, j'ai restreint l'ensemble des fonctions que je vais chercher aux fonctions linéaires. L'autre chose qui est un tout petit peu moins claire, c'est pourquoi on résout un problème d'optimisation. Je vous ai directement donné l'algorithme ici. Et en fait, vous pouvez réinterpréter cet algorithme comme une descente de gradient pour une fonction de perte. Et la fonction de perte, elle est donnée ici. Elle s'appelle hinge loss. Donc, elle est relativement simple. C'est le max. Donc, ça vaut 0 à chaque fois, justement, que je ne fais pas d'erreur de marge. Et ça vaut 1 moins l'erreur quand j'en fais une. Et donc, bah, le gradient de cette quantité-là, ça se calcule facilement. C'est moins yx. Et vous voyez que la mise à jour que je fais ici, c'est pile yx quand je fais une erreur. Donc, cette équation-là, c'est exactement la même que celle-ci dans l'algorithme. Et donc, c'est un algorithme de descente de gradient. Donc, je suis bien en train d'essayer de minimiser une fonction de perte avec cette fonction de perte-là. Et puis, bah, la généralisation, comme tout bon exposé, je vous la laisse faire à la maison. C'est faisable, et il faut mettre des hypothèses sur les données. Et vous pouvez montrer que c'est un algorithme qui peut généraliser. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Ouais. Non, je pense qu'ils ont écrit l'algo directement. Ils ne sont pas passés par la fonction de perte là. Par contre, donc Rosenblatt a vu assez vite qu'ils convergeaient dès que c'était séparable, de manière empirique. Et la preuve, la preuve que j'ai donnée avant, là, elle est des années 60, je crois. Donc maintenant, je vais essayer d'approfondir un petit peu la partie représentation, puisque pour l'instant, on a fait juste avec les fonctions linéaires. Et donc, une constatation, c'est qu'en machine learning, en apprentissage machine, généralement, on part tout le temps du fait que, donc je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français, mais ce qu'on appelle feature en anglais, le X, est donné. Mais en fait, ce n'est jamais le cas. Une image, quand vous regardez un tableau ou quoi que ce soit, il va bien falloir à un moment le faire rentrer dans votre ordinateur et donc il va falloir transformer la notion de rouge, de grain, etc., par quelque chose qui est quantifiable. Et pareil pour du texte, les mots, il va falloir les encoder dans votre ordinateur. Et donc, il n'y a pas de manière, entre guillemets, naturelle de représenter ça dans un format qui rentre dans un ordinateur. Donc ça, c'est même indépendant de l'apprentissage. Et c'est ce que font les gens typiquement en traitement du signal, c'est comment compresser un signal, le transmettre, etc. Et donc, tous les aspects de quantification, par exemple, rentrent dans ce cadre-là. Et donc, du coup, on peut se dire, bah, OK, je sais comment encoder un signal pour le mettre dans mon laptop. Mais du coup, peut-être qu'il y a des moyens un peu plus futés d'encoder ce signal-là pour ensuite le donner à manger à mon algorithme d'apprentissage. Donc, une des idées pour aller dans ce sens-là, c'est si je veux formaliser un petit peu, j'aimerais bien trouver un encodage de mes données de telle manière à ce que, par exemple, un classifieur linéaire derrière marche bien. Donc, voici un exemple de données. Vous avez les données bleues et les données rouges.
Bon, si vous faites rien sur vos données là, c'est clair qu'un classifieur linéaire par une droite, ça va jamais être très bon, alors que le problème paraît pas très compliqué quand même. OK? Donc là, une manière de s'en sortir avec un classifieur linéaire, c'est d'augmenter de changer la représentation de mes données ici. OK? Alors, est-ce que vous avez une idée de comment faire dans ce cas-là? Une Ouais, passer en polaire, même quelque chose d'encore plus simple. Donc voilà, ouais, donc c'est quoi une fonction qui calcule la distance à l'origine? C'est une fonction qui est quadratique. OK? Donc j'aimerais bien, par exemple, pouvoir encoder les fonctions quadratiques, de cette manière-là. Bon, bah, ça, c'est facile à faire dans ce cas-là. C'est, si au lieu de x1, x2, vous prenez cette représentation-là des données, bah, vous pouvez écrire, heu, toute fonction, quadratique peut s'écrire comme une fonction linéaire de ces caractéristiques-là. OK? Et donc vous pouvez espérer trouver, un W qui va bien séparer, vos données. Donc là, je vous ai donné un exemple qui est, avec, en prenant des polynômes de degré 2. Mais l'idée, c'est en fait d'appliquer, dès que vous appliquez une transformation non linéaire sur les données, après vous pouvez encore avoir un classifieur linéaire et vous serez beaucoup plus puissant que si vous ne faites pas la transformation de départ. Et l'idée des réseaux de neurones, c'est exactement ça, c'est appliquer des non-linéarités sur les données. Et donc là, je vous ai écrit, donc en forme matricielle, ou si vous n'aimez pas les matrices, en forme peut-être un petit peu plus explicite ici, le réseau de neurones le plus simple, heu, auquel vous puissiez penser. Donc vous voyez que j'ai gardé le W, c'est la partie linéaire, et ça, vous pouvez voir ça comme une transformation de vos caractéristiques d'entrée en nouvelles caractéristiques. Et donc la propriété, c'est qu'il y a une non-linéarité qui est la fonction sigma. Donc enfin, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais ce qui est, classique de prendre, c'est, la fonction d'association qu'on appelle ReLU, Rectified Linear Unit, qui est juste, cette fonction-là, donc qui vaut, 0 à gauche et l'identité à droite. Et donc vous prenez plein de AK et de BK, qui sont ici dénotés juste en forme matricielle et vecteur, hein. Et vous obtenez du coup, des features différents, quelle que soit, la dimension d'entrée, de vos données. Donc vous avez peut-être, des entrées, de taille 2, et vous transformez en quelque chose de taille 40, et ensuite vous faites, heu, vous prenez un classifieur linéaire, pardon. Alors ça paraît enfin, très simple, et en fait, c'est assez puissant, puisque vous pouvez montrer que, avec des fonctions comme ça, si vous prenez D suffisamment grand et si vous avez toute latitude sur le choix des WK, AK et BK, vous pouvez approximer n'importe quelle fonction qui continue, enfin, relativement sympathique, de X. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un théorème d'universalité. C'est, vous pouvez le pouvoir d'expression de votre réseau de neurones peut approximer n'importe quelle fonction. Donc là, je vous ai donné, en fait, pour, démontrer ce théorème, ce qu'il faut, voir, c'est qu'on peut approximer une fonction, en escalier, juste avec, 2 «neurones» entre guillemets. Donc là, j'ai écrit, de manière explicite, la fonction f de t qui approxime, et si c est suffisamment grand, ça va être de plus en plus, raide ici. Donc vous pouvez approximer, cette fonction-là, et à partir de ça, vous pouvez construire, n'importe quelle représentation d'une fonction continue. Le théorème de Baron, il vous donne en plus, le nombre de neurones qu'il va falloir en fonction de la cont de si votre fonction est sympathique ou pas. Donc voilà, ça c'est, pour la partie, représentation des réseaux de neurones. Après, la partie optimisation, comme il y a des gens beaucoup plus compétents que moi dans la salle, je ne vais pas en dire grand-chose, mais ce qu'on fait, c'est on va apprendre les WK, AK et BK à part donc l'algorithme de descente de gradient stochastique.
Donc, vous avez vu une instantation de cet algorithme-là pour le perceptron. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que, en fait, c'est un algorithme qui est qui est simple, et il se code bien parce que, au niveau de l'implémentation, donc il va falloir calculer plein de dérivés et il y a enfin des outils, logiciels là qui ont été développés pour faire ce qu'on appelle la différenciation automatique, donc avoir accès aux dérivés de manière quasi gratuite. Donc là, vous avez un exemple et c'est un site web, que je vous recommande si vous ne connaissez pas, la descente de gradient stochastique, qui vous montre, une descente de gradient, donc avec il y a 2 quantités qui sont importantes, c'est, la taille des pas et ce qu'on appelle le momentum pour converger vers votre fonction, vers votre optimum. Donc là, typiquement, ça serait, votre fonction de perte. Alors, je vais juste dire un truc, à propos de l'optimisation, qui est très simple. C'est que ça va avoir comme vous utilisez, cette descente de gradient, ça va avoir un impact sur le choix de la fonction de perte que vous pouvez prendre. Donc, typiquement dans le perceptron, ce que je disais au début, c'est on peut essayer de minimiser le nombre d'erreurs. Donc minimiser le nombre d'erreurs, c'est exactement ça. C'est de signe négatif dès que je fais une erreur. Donc ça vaut 1 si je fais une erreur et 0 sinon. Ah, le problème avec ça, c'est que, le gradient il est tout le temps, égal à 1. Donc j'ai aucune information contenue dans le gradient, si j'essaie de minimiser cette fonction de perte. Donc le gradient n'est pas informatif, donc ça ne marchera pas si vous essayez de minimiser directement cette fonction de perte. Alors vous pouvez dire, «Bah, OK, je ne suis pas limité, à la descente de gradient» et à ce moment-là, ça devient un problème d'optimisation combinatoire, et en fait, il est difficile, dans un sens, donc NP. Et donc du coup, l'idée, c'est plutôt d'essayer d'attaquer directement le problème difficile, bah, c'est de changer la fonction de perte, même si c'est ça qu'on veut faire, minimiser le nombre d'erreurs et la remplacer par une version convexe. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait, pour le perceptron. C'est on a remplacé cette fonction en escalier là, par ce que j'ai appelé la hinge loss, qui est, exactement la fonction bleue ici. Mais en fait, il y a d'autres manières d'approximer cette fonction step, donc là, avec la fonction logistique ou square. Et donc là, vous avez des fonctions qui sont beaucoup plus gentilles, elles sont convexes et vous pouvez espérer avoir de l'information grâce au calcul des gradients. Donc voilà, ça, c'était pour essayer de vous donner sur un exemple les liens entre représentation, optimisation et généralisation. Et donc maintenant, je vais parler un tout petit peu, je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. J'ai commencé un peu en retard? Ouais, OK. Donc les raisons d'un succès, entre de l'optimisation et l'apprentissage profond. Donc là, ça commence par, un un warning, globalement, on ne comprend pas trop pourquoi ça marche, surtout si vous regardez, ce qui est fait, en pratique. Les gens n'ont pas de théorie qui soit, définitive, qui puisse expliquer, pourquoi GPT-3, marche aussi bien, par exemple. Donc du coup, ce que je vais, vous raconter, c'est des idées qui sont, plutôt, de haut niveau sur pourquoi on pense que ça marche et c'est des idées qui sont débattues, actuellement, dans la communauté. Alors la 1re chose, qui est intéressante à voir, c'est que tous les modèles, qui marchent bien ont énormément de paramètres et donc ça, il y a des manières simples de se convaincre que, ça peut être une bonne idée de surparamétriser, le modèle. La 1re, c'est que, bah, si vous surparamétrisez le modèle, donc là, c'est dans une version linéaire, donc encore une fois, je suis loin de GPT, mais vous allez pouvoir interpoler les données. Donc là, ce que je fais, c'est juste j'introduis une notation où X, j'ai mis, chacune de mes entrées X1, Xn, donc ça, c'est mes données. Je les mets dans une matrice X où chaque ligne, c'est une donnée et du coup, mon prédicteur linéaire, ça va être un vecteur Y où, la 1re coordonnée, c'est la prédiction correspondant à X1, la 2e à X2 et cetera. OK? Donc j'applique le même W sur cette matrice, X
Et vous voyez que dès que les xi sont linéairement indépendants, et dès que, c'est surprenant, mais vous avez une dimension qui est plus grande que le nombre de points dans votre dataset, à ce moment-là, vous pouvez inverser la matrice et obtenir n'importe quel vecteur y que vous voulez. Donc vous pouvez, votre pouvoir d'expression est entre guillemets infini dès que encore une fois, c'est la dimension des features, donc c'est quelque chose que vous pouvez choisir. Donc typiquement avec les polynômes, c'est le degré des polynômes. Avec les réseaux de neurones, ça va être la profondeur, les choses comme ça. Et ensuite, vous serez suffisamment expressif pour pouvoir approximer n'importe quelle fonction. L'autre chose, c'est la surparamétrisation peut être aussi bonne pour l'optimisation. Donc là, ça traite uniquement de la représentation. Là, je regarde le problème d'optimisation. Donc, je me mets dans un cas qui n'est pas souvent utilisé, à vrai dire, en apprentissage profond. C'est, je prends une fonction de perte qui est quadratique maintenant. Mais tout le temps, mon problème, donc c'est x, w, ça c'est ma prédiction, et y, c'est mes labels. Donc, comme j'ai une fonction de perte qui est quadratique, je sais calculer de manière simple le gradient, et ma mise à jour, elle est mise ici, où alpha, il tient compte du pas, etc. Donc ça, c'est la mise à jour sur le W. Et maintenant, si je regarde, si je traduis ça par qu'est-ce que ça va se traduire pour ma prédiction, j'obtiens l'équation ici. Et vous voyez que vous mettez à jour cette quantité-là, qui est la différence entre votre prédiction et les vrais labels. Et ça va globalement converger très vite, puisque ça, c'est une matrice. Si elle se comporte bien, elle est fixe. Et donc, ça va converger de manière exponentielle vers 0. Alors ça, c'est dans le cas d'un modèle linéaire. Si vous n'avez pas peur, vous passez au cas non convexe, où vous prenez n'importe quel réseau de neurones ici. La descente de gradient, maintenant, ça va faire intervenir un jacobien. Et du coup, cette équation-là devient celle-ci. Et si vous pensez que epsilon est petit, parce que epsilon en maths, c'est toujours petit, euh, la convergence exponentielle dans ce cas-là va passer pour les réseaux de neurones. Donc, voilà, ça c'était la partie un peu sur l'optimisation. La dernière partie, c'est sur la généralisation. Donc, typiquement, l'image que si vous avez fait un cours en machine learning, en apprentissage, qu'on vous présente, c'est si vous calculez le nombre d'erreurs que vous faites en fonction de la complexité de votre modèle. En bleu, là, sur les données que vous observez, comme vous avez un modèle de plus en plus complexe, forcément, vous allez faire de moins en moins d'erreurs, parce que vous allez pouvoir vous adapter de mieux en mieux à vos datasets. Mais par contre, sur des données que vous ne voyez pas, au début, vous améliorez parce que là, votre modèle, il est vraiment trop mauvais, donc il ne fait pas bien. Mais au bout d'un moment, vous allez en fait juste ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit en français, overfitter. Donc vous allez vous adapter, surapprendre, surajuster sur le bruit qu'il y a dans les données. Et donc du coup, en fait, ça va mal généraliser. Et donc vous allez avoir votre vrai risque, celui que vous voulez optimiser, qui va recommencer à monter. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer de trouver ce point-là de la complexité du modèle qui permet d'avoir, encore une fois, ce qu'on veut optimiser, c'est la courbe rouge, pas la courbe bleue, qui permet d'avoir un modèle suffisamment complexe pour pour être expressif, mais pas trop, pour pas ajuster les données. Alors, récemment, il y a cette courbe-là qui a été proposée pour les réseaux profonds. C'est en fait, on s'arrêtait tout le temps au point là, qui est ce qu'on appelle le point d'interpolation. C'est grosso modo là où votre modèle arrive à avoir une perte nulle en pouvant interpoler toutes les données que vous observez. Et il se trouve que si vous continuez à prendre un modèle encore plus compliqué, donc typiquement, vous rajoutez encore des paramètres dans votre modèle, ça va refaire baisser le vrai risque, en même temps que le risque empirique est quasi nul à ce niveau-là.
Donc ça, c'est ce que les gens appellent la double descente. Euh, Vous pouvez la montrer sur sur des modèles simples. Ça, en fait, ça n'a rien de propre au réseau profond. Déjà, pour une régression linéaire, donc un modèle linéaire, vous pouvez créer des situations de ce type-là, de double descente. Et en fait, ce qu'on observe généralement dans les réseaux de neurones, c'est plutôt une simple descente où on ne voit même pas l'interpolation à ce niveau-là. Donc, une dernière chose, quand je disais qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur l'optimisation et ignorer le reste, là, c'est une expérience assez intéressante qui a été faite sur un dataset d'images. Donc, il y a 10 catégories d'images. Et donc, en bleu, je crois que c'est un modèle qui s'appelle Inception, qui a été entraîné. Et donc, vous avez au fur et à mesure des étapes d'entraînement, la fonction de perte sur votre dataset. Donc, vous voyez que vous êtes à 0 ici. Donc, vous êtes en train d'interpoler toutes les données. Donc, sur toutes les données de Cypher10, à partir du moment où vous êtes à 0, ça veut dire que vous interpolez vous faites aucune erreur sur le dataset. Et donc, qu'est-ce que la courbe rouge? La courbe rouge, ils ont pris le même dataset d'images, mais ils ont complètement mixé les labels. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien entre l'image et le label. Donc, ce qui était un chien avant est appelé une voiture une fois un chien, puis un avion, etc. Et ils ont pris le même algorithme et ils ont fait le même entraînement. Vous voyez qu'au début, la perte est plus grande parce qu'il n'y a aucune information dans les labels. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que en fait, même si ça met plus longtemps, vous finissez à une perte de 0. Donc, si vous regardez que le problème d'optimisation, bah, vous avez résolu votre problème d'optimisation dans les deux cas. Mais dans ce cas-là, bah, vous avez juste appris un algorithme qui produit du bruit, alors que dans l'autre, il prédit les labels. Okay. Donc, c'est pour montrer que même si vous avez un résultat qui montre que vous pouvez montrer que votre architecture ou votre algorithme, il optimise le risque empirique, ça dira peu de choses sur les propriétés de génération de votre algorithme. Donc, je voulais finir avec des choses un peu moins techniques, mais qui sont un peu plus sûres. Quels sont les facteurs exogènes qui font que les réseaux de neurones marchent? Donc, à mon avis, ces facteurs-là. Donc, ça, c'est l'explosion des téléphones mobiles. Donc, c'est le nombre de souscriptions à des téléphones mobiles. Donc, vous voyez que c'est en milliards. Donc, je crois qu'il y a plus d'humains qui ont des téléphones mobiles que l'électricité à la maison actuellement. Il y a l'explosion des selfies qui, à mon avis, a un impact sur le deep learning. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que maintenant, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde prend des photos et les échange sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et donc, on a une masse de données qui est maintenant phénoménale et qui est digitalisée directement et accessible au moins aux GAFAM. Et donc, pour l'un des ingrédients essentiels des algorithmes profonds, c'est de pouvoir entraîner sur des datasets qui sont très grands. Et donc ça, c'est vraisemblablement rendu possible grâce à ces deux phénomènes-là. L'autre chose, donc là, ce que j'ai mis, c'est l'explosion. Enfin, donc, comme vous voyez, ça n'a rien à voir avec le deep learning, mais le deep learning va utiliser ces phénomènes-là pour progresser. Ça, c'est un autre phénomène qui n'a rien à voir avec le deep learning, c'est l'explosion de ce qu'on appelle le cloud computing. Donc, c'est mettre à disposition en fait, de la puissance de calcul de manière qui n'est pas sur mon portable, sur mon PC à la maison, mais dans un data center, et je vais pouvoir y avoir accès et pouvoir jouer avec de manière quasi transparente depuis mon portable. Donc là, vous avez, j'ai pris le
enfin, c'était pas pour faire de la pub, ni pour Amazon, Microsoft ou Google, hein, mais pour voir comment ça évoluait. Et là, vous savez ce que c'est ça? Cette image-là? De quoi? C'est une compétition de e-sport. Donc, l'autre ingrédient fondamental du deep learning, c'est en fait l'explosion des jeux vidéo. Et pourquoi ça? Bah, parce que pour les jeux vidéo, du coup, on a construit des hardware spécifiques pour traiter les graphiques, qui s'appellent les cartes graphiques, les GPU. Et donc, vous voyez là, c'est une pub de NVIDIA, donc qui est un constructeur de GPU, qui montre que la loi de Moore serait en train de mourir pour les CPU et reprise par les GPU actuellement. Donc les GPU, ils n'ont pas été développés du tout pour faire du deep learning. C'est parce que les gens gagnaient de l'argent à vendre des jeux vidéo et qu'ils en avaient besoin de plus en plus performants, qu'ils ont construit ces GPU-là, qui sont disponibles aussi de manière sur le cloud et qui peuvent être utilisés par OpenAI, par exemple, pour entraîner leur GPT. Donc, en fait, l'infrastructure de cloud computing et de hardware a été développée récemment de manière complètement concomitante et vraisemblablement non motivée du tout par les réseaux de neurones. Donc, pour revenir un peu sur l'histoire des selfies, il y a aussi une chose qui, à mon avis, est très importante, c'est qu'on appelle quelquefois le Common Task Framework. Donc, c'est apparu dans les années 80. Donc, grosso modo, toutes les idées du deep learning fondamentales sont apparues dans les années 80 et les infrastructures sont apparues un petit peu plus récemment. Et donc, c'est vraisemblablement pour ça qu'on a une explosion actuellement de résultats dans ce domaine-là. Et donc, ça consiste en quoi? En fait, c'est comme vous êtes en train de construire des algorithmes dont vous n'avez pas de théorie garantie, de garantie théorique. Ça devient difficile de les comparer entre eux. Avant, on savait montrer qu'un algorithme convergeait ou avait les bonnes propriétés et donc on pouvait l'utiliser comme ça. Quand vous n'avez plus de garantie théorique, il faut quand même que vous puissiez comparer votre algorithme par rapport à celui du voisin. Et donc, ce qui a été proposé, donc là, pour faire de la reconnaissance vocale, c'est de créer des datasets qui soient communs. Et donc, à partir des années 80, il y a plusieurs datasets qui ont été créés. Donc là, j'imagine que vous connaissez tous le dataset qui s'appelle NIST. Et en fait, NIST, ça vient de National Institute for Standards and Technology aux États-Unis. Et donc, ils ont créé des datasets. Ils ont aidé les chercheurs à avoir des datasets qui soient publics, sur lesquels on puisse faire ce qu'on appelle la recherche reproductive maintenant. Donc ça date des années 80. Et pour qu'on puisse faire des benchmarks qui soient utiles et pouvoir comparer les algorithmes. Et en fait, ça marche. Donc là, par exemple, c'est sur celui de faire du speech to text. Et donc, vous voyez sur différents datasets, les couleurs en fait représentent différents datasets. Les- le- 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 la performance gagnée au cours des années. Heu et donc, ça, c'est uniquement faisable si vous pouvez faire tourner votre algorithme sur le même dataset que votre voisin, et cetera. Donc, un autre exemple, c'est donc là, c'est ImageNet. Donc, c'est une tâche de vision. Et donc, vous voyez enfin, on est à des performances qui sont actuellement meilleures, enfin, c'est même vieux maintenant, à l'heure du deep learning, qui sont meilleures que celles faites par un humain. Alors, une des conséquences de ça aussi, c'est que c'est du coup une nouvelle manière de faire de la recherche, un peu. Avoir des datasets et des benchmarks, ça incite pas forcément à être très créatif, parce que tout le monde va essayer de se comparer aux mêmes choses. Et donc, là, j'ai essayé d'illustrer ça avec une intelligence artificielle qui s'appelle DALL-E, donc c'est encore OpenAI. Donc, là, vous lui rentrez un prompt, donc un texte et donc là, j'ai mis, le rat race et c'est ce que m'a sorti, DALL-E, comme représentation, pour illustrer ça, où tout le monde est en train de courir après,
la meilleure performance sur le dataset qui va bien. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est un très rapide panorama de l'apprentissage avec un focus sur l'apprentissage profond. J'espère que j'ai été à peu près clair sur les notions de représentation, optimisation et généralisation et comment elles sont interconnectées entre elles. Et je vous laisse réfléchir sur une citation de Paul Valéry, qui n'est pas sur le deep learning en 1928, mais sur les arts. Et une dernière, merci, donc donc ça c'est la ville de Toulouse créée par Dali. Pour un Parisien, ça passe. Merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. On a le temps pour quelques questions, s'il y a des questions dans la salle. On a une question. Je vais faire passer le micro. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la fonction rouge que vous avez montrée là, elle est périodique et elle tend vers 0? C'est quelle fonction rouge? Celle-là? Périodique en... Est-ce que si on complexifie, si on augmente à fond la complexité, on a une décroissance des intensités des pics, mais quand même toujours des pics, et ça tend vers le risque empirique? Donc il y a des alors, dans la vraie vie, en fait, on ne le voit pas. Enfin, sur les modèles qui sont utilisés en pratique, c'est dur de voir même un pic. Donc, on voit une single descente. Par contre, il y a des résultats sur des modèles même linéaires où vous pouvez en effet créer plusieurs pics. Bon, là, vous pouvez en créer 2 ou 3, mais c'est pas une fonction périodique qui va continuer. Mais vous pouvez créer quasiment autant de pics que vous voulez. Je sais pas si ça répond à la question. Non, je pense pas. Enfin, ça, c'est pas. Ah, ouais. En fait, bon, cette courbe-là, ça fait une jolie histoire, mais je pense qu'il faut pas trop s'y attacher. Euh, le- la notion de complexité de modèle, en fait, c'est quelque chose qui est compliqué. Et si vous prenez des notions qui sont naïves, vous obtenez des choses comme ça. Mais si vous prenez même dans le cas linéaire, si vous prenez pour la complexité du modèle quelque chose qui est qui a un peu plus de sens mathématique, vous allez voir que en fait, il y a pas vraiment de phénomène de double descente. Quand vous augmentez, par exemple, les degrés pour les polynômes, vous êtes en train de dire qu'un polynôme de fort degré, c'est un modèle complexe, certes, mais si en fait vous prenez que des coefficients 0 à partir de 10, bah, vous êtes en train de regarder sur des polynômes de très fort degré, mais pour finir, vous explorez pas trop. Et donc en fait, si vous changez la notion de complexité, ce que vous pouvez vous apercevoir, c'est que quand vous augmentez le degré du polynôme que vous permettez, vous allez revenir en fait vers la gauche. Oui, alors d'abord, merci pour votre exposé. Je voudrais réagir sur un point un peu particulier que je ne connaissais pas et j'apprends ce soir. C'est ce défi concernant les Olympiades mathématiques internationales. Et alors, je vous donnerai mon pronostic à la fin, mais je crois assez à ce que rapidement, effectivement, les techniques d'IA arrivent à avoir une médaille d'or. Alors, je dis bien pour les Olympiades mathématiques internationales, je ne dirais pas la même chose pour un examen universitaire, pour un concours d'entrée à une école ou pour le CAPES sur l'agrégation. Mais les Olympiques, ce qui est proposé aux Olympiades internationales de mathématiques, d'abord, ce sont souvent des énoncés successifs courts. Oui. Que font les entraîneurs d'Olympiades actuellement quand ils ont besoin d'entraîner des équipes? D'abord, ils font avaler à tous les candidats un certain nombre d'inégalités. Il faut avaler un certain nombre incalculable d'inégalités parce qu'elles ressortent tout le temps. Des inégalités sur les nombres réels. Ensuite, il y a beaucoup de nombres entiers, de combinatoires. Et enfin, il y a un peu de géométrie. Il faut tout avaler, absolument tout, sur le triangle, les polygones, etc. C'est typiquement des choses que l'IA peut faire, ça, assez rapidement. Et donc, mon pari à moi, mais je ne prends aucun risque, donc je peux parier, c'est dans 2 ans, 1924,
qu'effectivement, l'IA batte une médaille d'or. Aucun problème. Si vous êtes sûr de vous pouvez aller gagner de l'argent parce que là, c'est des paris sportifs. Et donc, D'accord, mais ça reviendra à l'INSET. je suis d'accord avec vous que les Olympiades de maths, le fait que par exemple, enfin, je suis d'accord avec tout, donc je pense que c'est un cas où, en effet, un truc à la GPT, etc. Enfin, faut travailler un peu quand même parce que c'est pas si simple que ça d'interconnecter tout ensemble. Mais c'est un cas entre guillemets favorable pour l'IA. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou une remarque? Commentaire? Bon, mais du coup, je pense qu'on peut clore la séance. Remercions Marc encore une fois. Merci.